Voilà, donc de retour pour la troisième partie. Le sprint final, la dernière ligne droite, le Ben Johnson et Carl Lewis, tu vois, finale des Jeux Olympiques. C'est le moment de se faire trucider, c'est ça. Voilà, ça c'est le grand moment où on va rentrer dans l'arène et n'importe quoi, et se confronter directement aux petits trolls, aux lions. Moi, je sais pas comment on peut les appeler. Non, il y en a des sympas. Non, vous êtes pas tous des trolls. T'as pas peur, ça va. Moi, t'en as vu d'autres, ils sont sympas encore. Hein, c'est ça. J'en ai vu des plus méchants. Alors, on me dit, bah tiens, je vais prendre des questions, questions qui portent le plus d'intérêt. Hein, on va faire respecter la démocratie. Alors, on me dit, bonsoir Sylvain, ne trouves-tu pas que ce mouvement ressemble fort à Metz 1968? Ce mouvement ressemblera à ce qu'on voudra qu'il soit. C'est ma meilleure réponse, parce que j'appelle malgré tout les gens à se mobiliser. Je n'en démords pas. Il faut prendre le train en marche tant qu'il est là, parce que quand ça s'étouffe et qu'il se passe plus rien, moi, le mouvement du 14 juillet, juste, je me renvoyais tout à l'heure à ça. Ouais. Entre le mouvement du 14 juillet et le mouvement Nuit debout, il s'est rien passé en France, si ce n'est des manifestations corporatives. Mais il n'y a pas eu de mobilisation populaire. C'est vrai, ouais. Là, le train est encore en marche. Donc, c'est le moment ou jamais de le prendre. Encore une fois, il faut faire confiance au fait que la foule, elle est vraiment diversifiée, très hétéroclite dans ses opinions. Les sujets de démocratie sont énormément amenés par tout un tas de gentils-virus ou de gens qui sont pas spécialement gentils-virus, mais qui sont intéressés par les travaux constituants. Donc il y a quand même quelque chose, hein. C'est pas un truc foutu et trollé partout. En plus, au plan national, il faut voir que toutes les villes n'ont pas le problème des antifas. À Toulouse, ça se passe bien. À Bordeaux, ils ont fait une tentative pour troller, mais pour l'instant, ils y arrivent pas. À Lyon, pour l'instant, j'ai pas eu enfin voilà, je vais me renseigner, mais je sais que... De toute façon, nous, on accueille une mobilisation générale lundi. Nous parlerons des mobilisations en province, parce que visiblement, eux aussi sont en coordination avec Nuit debout pour faire ça. Et ben, ils nous en parleront aussi. Donc c'est super nécessaire, quoi qu'il arrive, le mouvement en sera ce que nous, on voudra qu'il soit. Et comme il y a une majorité à ne pas vouloir ce que la minorité extrémiste veut en faire, hein, très clairement, c'est pas que moi je pense être de gauche en tout cas, mais même cette majorité de gauche radicale, que ce soit par mes contacts sur les réseaux sociaux ou mes contacts à la vie réelle quand je discute avec eux, ou même dans les assemblées, hein, ils ne sont pas en osmose avec ces problèmes. Mais ces problèmes sont si faciles à solutionner. On va dans une assemblée, on dissout les gens qui sont dans le service d'ordre ou qui posent problème, très clairement. En tout cas, on dissout leur commission, on dit voilà, ça c'est terminé. Maintenant, on veut des volontaires et on les remplace. Basta. C'est facile à faire parce qu'ils sont obligés de respecter malgré tout les votes des assemblées générales. Il faut juste poser la question directe et dire je vous emmène au vote direct. Alors, on me dit bonsoir. Que pensez-vous alors attends. La question est, je vais la formuler. Que pensez-vous qui se trouve derrière les financements tels que la Fondation Soros qui finance aussi les Femen? Est-ce que les antifas, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, mais on n'a pas les réponses exactes. C'est pour ça, maintenant que j'ai pas de c'est des preuves. Suspicions, quoi, on va dire. Ouais, voilà, et puis je préfère même pas suspecter quoi que ce soit, même si on sait tous qu'il y a forcément des intérêts derrière, mais dès lors qu'il n'y a pas une preuve factuelle, manifeste, on peut pas s'avancer, clairement. Je préfère pas de... Alors, on me dit, Monsieur Baron, pensez-vous que ce mouvement ne risque pas de s'essouffler si nous ne créons pas un lien avec d'autres pays d'Europe? Entre parenthèses, elle a mis Grèce et Espagne notamment. Alors oui, moi je suis favorable, c'est ça la problématique du truc, parce qu'ils ont effectivement, ça c'est leur magie, malgré tout, à ces réseaux d'extrême gauche, d'avoir réussi à créer des liens avec d'autres pays, en Europe notamment, mais aussi au Québec, qui sont pour le coup utiles. Et puis c'est vrai que quelque part, étant un véritable international, je me dis que ce serait cool si beaucoup de peuples pouvaient en profiter pour mettre un coup de pied au cul au capitalisme. Plus on est nombreux dans différents pays à le faire, mieux c'est. Maintenant, le rattrapage qui est fait et qui est sous-entendu pour moi par rapport à quelques noms que j'ai vus, qui chapeautent le truc, c'est qu'on veut nous rester dans le délire alter-européiste. Vous en faites pas, on peut modifier les traités, on vous l'a fait à la Podemos ou à la Syriza, voilà. Et puis en fait, j'espère que vous avez un bon stock de vaseline, très clairement. Donc c'est aussi le piège dans lequel il faut pas tomber. Travailler avec les autres peuples. Moi, je suis premier à dire, franchement, j'ai une invitation d'un gars qui est en Espagne à venir dans une de leurs assemblées, à dire viens expliquer ce que on trouvera un traducteur. Mais voilà, j'attends un petit peu que ça se précise et je serai le premier à le faire parce que c'est cool de travailler avec d'autres peuples. Ça permet aussi un petit peu de discuter entre nous. Mais il ne faut pas oublier que de l'un dans l'autre, nos sphères d'intérêt sont nationaux.
Ça veut pas dire qu'on est en opposition ou qu'on cherche à se tordre le bras entre nations. Ça veut dire qu'on a que nos communautés nationales pour s'organiser au mieux nos intérêts, parce qu'on a un territoire circonscrit sur lequel on parle une langue commune en général, avec un arsenal législatif et culturel qui nous transcende, qui nous dépasse, qui vient bien avant nous et qui certainement nous survivra. Donc il faut le faire par rapport à nos sens, à nos intérêts premiers. Nous n'avons pas les mêmes salaires, nous n'avons pas les mêmes systèmes sociaux. Certes, on peut souhaiter que tous les pays avec lesquels on veut travailler en bon ordre, que ce soit d'ailleurs en Europe, en Occident ou ailleurs, hein, je veux dire, faut arrêter de voir qu'à l'échelle occidentale, c'est un peu lourd. Mais enfin, je veux dire, si on veut travailler avec d'autres pays, il faut qu'on puisse faire du commerce équitable institué par la loi. C'est une norme, c'est plus une possibilité. Là, actuellement, le commerce équitable, c'est vous avez le choix ou pas le choix d'y aller. Non, ça devrait être la norme. Basta. Donc on peut avoir une vraie vision internationaliste, mais il faut pas se laisser piéger par ce délire européen, on est tous frères, tous européens, c'est une révolution européenne pour créer un grand État européen, parce que je vois bien le truc se finaliser, et voilà, il faut pas tomber dans ce piège-là. Alors là j'y croirais à Soros si ça fait ce truc-là. C'est sûr, mais voilà, mais je pense que nous, Français, on est le peuple le plus politisé d'Europe. Ouais. Et pour le coup, moi, j'ai discuté réellement avec des eurolucides de tous les pays. En vrai, hein, pas sur Internet. J'ai discuté, moi, avec des gens. Donc, quand on me donne des leçons d'internationalisme, tu vois, j'ai envie de les claquer, ces gens-là. Et ils me disent, vous vous rendez pas compte, les Français, vous êtes ultra politisés, vous avez plein de partis, vous êtes tout le temps en train de râler, de faire de manifester, de faire des choses. Nous, dans nos pays, ne serait-ce que pour parler de l'euro, c'est compliqué, on n'arrive pas à se faire entendre, j'ai discuté avec un Autrichien, avec un Italien, avec un Grec, avec un Espagnol, tous m'ont confié que c'était compliqué, que c'était nettement plus compliqué qu'en France, parce qu'on est un putain de peuple de révoltés, qui on a entre la Commune, le Front Populaire, mai 68 et la Révolution, je veux dire, voilà, c'est dans notre culture, c'est notre patrimoine culturel, donc on est un peuple très politisé. Et c'est pas pour rien qu'on a exporté la Révolution française, la laïcité, etc. dans notre histoire c'était pas que du négatif ce qui s'est passé. C'est pas pour rien parce que quelque part d'autres peuples s'appropriaient aussi, voulaient conserver ce qu'on avait pu imposer ou non chez eux. Ça dépend. Soit ils se sont appropriés sans qu'on soit parti foutre le bordel chez eux, soit parce qu'on était parti foutre le bordel chez eux. Mais ce qu'ils ont voulu garder, comme la laïcité au Moyen-Orient, dans les pays sur lesquels on avait des mandats, ou en Afrique, c'est pas pour rien qu'ils l'ont gardé. C'est parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée. Donc, à un moment, il faut bien voir qu'effectivement, nous, Français, pouvons inspirer d'autres peuples, et d'autres peuples peuvent aussi nous inspirer. Par exemple, moi, la révolution bolivarienne, tout ce qui se passe en Amérique du Sud, moi, ça m'inspire. Parce que la démocratie suisse, sans vouloir faire exactement le même système, c'est le meilleur système de démocratie qu'on a actuellement dans le monde. Donc je veux dire, faut regarder le monde entier, faut pas être replié sur soi comme les gens qui nous parlent beaucoup de fraternité entre les peuples, de mondialisation bisounours, mais qui en fait ne s'intéressent pas aux autres peuples. Donc oui, on peut le faire, mais surtout pas se laisser rattraper par ce délire, c'est un truc entre Européens. Surtout pas. C'est avec ceux qui le veulent, on fait des collaborations, on peut discuter, mais nos sphères d'intérêt nationaux sont vraiment, on peut pas les mépriser. On reprend le contrôle de nos frontières, de nos pays pour bien faire. D'ailleurs, les pays cités, Grèce, Espagne, parce que c'est vrai que aujourd'hui maintenant avec la France, sont les pays les plus, c'est-à-dire là où il y a le plus de mouvements, mais il y a l'Italie, on pourrait citer aussi, il y a beaucoup de mouvements. L'Italie, ça se réveille un petit peu depuis peu, mais c'est pas encore ça. Ils ont encore beaucoup de difficultés. Ils ont eu le problème aussi c'est ce que d'ailleurs les Antifa m'avaient sorti. Alors, ça m'avait fait rire. Mais comment il s'appelle le gars qui est italien? Ouais. Beppe Grillo. Merci. Beppe Grillo, qui est donc lui par un discours assez ambigu a réussi à mettre d'accord la gauche et la droite radicale de son pays, parce que il tape autant sur les immigrés que sur en même temps il propose de l'écologie ou des choses comme ça. Donc il s'est un peu confus. Et donc chez nous les Antifa ont horreur de ça, ils se disent c'est un truc horrible. Nous ça passerait bien, mais on n'a peut-être pas besoin d'un comique. Je pense qu'on a besoin de gens qui soient. Et pour le coup je disais faut un collège plutôt. Ça règle des problèmes parce que si en Italie Beppe Grillo n'avait été qu'un parmi un collège de personnes pour porter certaines voix, ça aurait peut-être plus facilement créé le mouvement. D'accord. Ouais. Mais
enfin voilà, de façon générale, je te dirais vraiment de toutes les discussions que j'ai eues, des liens que j'ai maintenus hein, depuis le temps, en Autriche, en Grèce, en Espagne, en Italie, par rapport à nous, sincèrement, on est super politisés. Eux, à côté, c'est peanuts. Ils ont toutes les difficultés du monde. Les partis vraiment qui parlent de sortie de l'Union européenne et de l'euro, faut voir que ça représente même pas 10% de gens, 5% de gens, c'est que dalle. Nous, entre le Front National, Dupont-Aignan, l'UPR, Solidarité et Progrès, je cite que les partis, le MPEP, le PRCF, bon, déjà rien que sur les partis, on a toute une foison, et qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais en plus dans tous ceux qui votent pas, qui sont sur les réseaux sociaux, les gentils-virus, c'est pas un parti, mais ils représentent un certain nombre il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, et ils sont tous favorables à la sortie des traités, parce qu'ils ont bien compris qu'on fait pas de démocratie si on n'a pas la souveraineté. Donc c'est un point de départ. Il y a énormément de gens en France qui sont très politisés, qui ont très bien compris les choses, et dans les autres pays, moi à chaque fois le discours que j'ai eu c'est on vous admire parce que si on avait un peuple aussi politisé que le vôtre, nous qui luttons, qui sont dans des luttes, qui sont des militants, peut-être qu'on y arriverait beaucoup plus facilement. Donc il faut vraiment pas qu'on se méprise là-dessus. Faut pas qu'on se méprise, ouais. Bah même on me disait qu'au niveau des médias indépendants, la France en Europe, on était certainement l'un des pays les plus avancés en termes de médias indépendants développés, quoi, par rapport aux autres pays d'Europe. Tout à fait. Enfin, je veux bien. Et ce serait pas étonnant, donc par rapport à ce que tu me dis non plus. Juste dans l'alternatif, ouais, ça. Ce serait pas étonnant. Alors, on me dit bonsoir Sylvain. Ne penses-tu pas qu'il faudrait d'abord informer le peuple sur les questions de la démocratie, Europe, avant de vouloir faire la révolution? Je pense que nous ne sommes pas encore assez nombreux, bien que notre nombre augmente de plus en plus. De plus, il faudrait aussi avoir une structure transitoire de remplacement, je pense bien sûr au CNTF, ou bien un organisme équivalent qui gère certaines questions, histoire d'éviter le désordre durant cette période transitoire. En fait, il y a plein de questions. D'abord, une initiative ne s'oppose pas à une autre. Parler de démocratie, ça me semble essentiel dans le débat intellectuel public. Il faut qu'on en parle le plus possible. Et simplement, la démocratie ne s'institue pas d'un claquement de doigts. Hein, ça prendra du temps. Et même quand tous les Français seront informés, parce qu'on aura la main sur les médias de masse, et ça demandera encore du temps de se mettre d'accord sur des institutions démocratiques. Un projet constituant, ça dure des années, faut être clair. Je veux dire, là, c'est en parlant, on a le contrôle. On sait même pas, on est en dehors du contrôle des institutions. On a les institutions pour faciliter les travaux constituants à l'échelle de tout le territoire. Même dans le cas d'une assemblée représentative, ça prend des années. Donc, dès lors qu'on a compris ça, le point de départ, c'est de dire, on va quand même essayer d'accélérer, parce que si on n'a pas la main sur les institutions, déjà la question de les créer, ces institutions démocratiques, ça risque finalement de prendre des décennies. Parce que du coup, on n'a pas la main. Quand on a la main sur les institutions, on est nettement plus rapide. On impose directement son diktat en disant, bah en fait, nous, notre diktat, c'est de créer la démocratie. Sympa. C'est bon, vous allez nous prendre pour des bisounours, je sais, vous rigolez, monsieur l'agent, mais voilà, c'est le délire. Mais voilà, quand on a la main sur les institutions, soyons clairs, que ce soit des réformes économiques, sociales, écologiques, ou qui portent aussi sur le fait d'entamer les travaux constituants, c'est nettement plus facile. Donc la révolution n'est pas un truc qu'on dit, bon, on fait en sorte que l'éveil populaire, la pédagogie populaire est impactée, parce que ça, je vous dis, hein, si je vise les médias mainstream, c'est parce que vous pouvez toujours vous gratter. Ça fait 40 ans qu'il y a des alternatives qu'ils faisaient déjà avec des presses dissidentes papier, et l'internet est arrivé, on s'est enfouit dans l'internet en disant c'est ça qui va marcher. Oui, ça nous aide un peu plus, ça donne une aide supplémentaire. Mais la réalité, c'est que ça reste des médias où les gens sont actifs. Quand ils vont acheter un magazine, quand ils vont sur internet, ils vont chercher l'information. Quand on leur donne l'information directement dans les canaux mainstream, là c'est par millions de personnes qui découvrent je savais pas qu'il y avait Étienne Chouard, je savais pas qu'il y avait telle idée sur le tirage au sort, je savais pas qu'on pouvait faire la démocratie directe. Je veux dire, ils sont pas informés. Il y a des millions de gens qui sont abrutis constamment par les émissions enfin voilà, vous voyez bien de quoi on parle, mais je veux dire, il y a un moment, faut qu'on soit clair. On commence une révolution en prenant les médias et en ayant en tête, on va faire sauter l'autorité politique suprême du moment. C'est tout, ça pourrait être Sarkozy, ça pourrait être n'importe qui, on s'en fout. On l'a fait sauter parce que dès lors qu'on crée le vide sanitaire et qu'on a pensé à faire notre gouvernement, qui est un collège minoritaire, hein, c'est pas une assemblée comme le CNTF de Fiorile, hein, ce sont des experts réellement, on les investit nous-mêmes, on va les chercher, on n'est pas en train de dire je vais faire partie du CNT ou d'un truc comme ça.
L'Assemblée populaire, c'est les assemblées que tu as dans les rues, c'est l'assemblée qu'on tirera au sort pour l'Assemblée nationale, ou enfin voilà, c'est la démocratie directe que tu peux instituer directement dans la municipalité, mais le peuple parlera à sa façon. Il pourra légiférer, mais par contre le gouvernement, c'est pas un gros truc avec des gens inconnus. Non, ce sont des experts. On va chercher des experts. On a eu que des minables en plus jusque-là. Je veux dire des gens qui étaient incompétents. On va les chercher. Cette fois, comme ça, on pourra pas s'en vouloir. Alors, on me dit, Sylvain peut-il indiquer combien il y a de gentils-virus sur la place? Il y en a beaucoup? Ah ouais, en tout cas, de gens qui... J'ai fait un truc plus général en parlant des gens qui parlent de constituants de démocratie de façon générale, sans savoir qui est gentil-virus ou pas. Je dirais que tu en as un bon tiers, hein. D'accord. Ouais, il y a quand même un bon tiers de gens, ils parlent d'abord de problèmes de démocratie. Ils sont peut-être pas tout informés, mais comme tu as toujours des gens antivirus qui sont justement là pour parler des thématiques intéressantes, quoi, nouvelles pour eux, ça prend bien, les gens s'informent vite. Donc ça, c'est un sujet qui prend, c'est ça intéressant quand même. Alors, on me dit aussi, bonsoir Tepa, bonsoir Monsieur Baron. Je pense que l'Europe sociale tant attendue n'aura pas lieu, suite à notre perte de souveraineté totale et à notre soumission à Bruxelles. Il faudrait sortir de l'Union européenne pour être souverain. Et il me semble que la seule formation politique à proposer cela est l'UPR. Faut-il passer par cette option politique? Question inévitable. Un UPR est arrivé dans la place. Voilà, c'est notre point Godwin ici. Alors... Donc, la voie politique que tu as choisie, je vais plutôt parler de voie électorale, parce que c'est plus tellement une question de part. C'est un point de vue électoral. T'attends un an, tu dis peut-être qu'il y aura pas de guerre, pas de crise, tout va tenir. Dans un an, le pépère Asselineau n'aura sans doute pas ses signatures, mais on va imaginer qu'il les a. Il aura donc une censure médiatique, le maximum qu'ils pourront faire. Il sera donc pas élu, même pas un passage au premier tour. Et tu seras cocu pendant encore 5 années. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, si on n'a pas réussi, nous, de notre côté, des gens un petit peu plus activistes, on va dire, peut-être que dans un an, tu te diras, bon, j'ai pas envie d'attendre 5 ans et cette fois-ci, je m'y mets. Mais je te dirais qu'il y a quand même des urgences, hein. Le contexte géopolitique est un peu puant, ça me fait... Enfin, je veux dire, si t'aimes l'histoire et que t'es un peu briefé sur les jeux d'alliance pour la première et deuxième guerre mondiale, et je dirais même la guerre de Crimée, qui est la première guerre mondiale véritable, ça puait, c'était le même délire. Là, c'est un jeu de bloc encore. Donc, je sais pas, c'est peut-être urgence. Je sais pas. Ouais, toi, tu penses que l'UPR, en fait, on peut les louer de très bonnes intentions, mais que finalement, ils n'arriveront pas au pouvoir, c'est ça? C'est qu'un parti comme un autre, et les partis, de fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on a fait la laïcité sans l'étendre aux partis politiques. On l'a fait qu'aux religions. Or, un parti politique, c'est une religion. Faut être clair. Il y a un programme, il y a un idéal, c'est une Bible. Il y a en plus le Messie qui est incarné par le leader du parti politique, et donc chacun va voir son Messie et puis sa Bible, et puis il va te la chanter, et puis en fait tu divises les Français avec ça. Les partis politiques contreviennent naturellement à l'idéal d'unité républicaine. Donc si on étendait le principe de laïcité au niveau des partis politiques, on serait dans le vrai en disant c'est indistinctement de tes opinions politiques, religieuses, etc. que tu fais unité populaire, que tu as un sens commun. Donc, je te dirais qu'Asselineau, peut-être qu'il y aura quelque chose de super qui va se passer, qui va faire que il va être visible d'un coup, et je dirais qu'aussi, à la rigueur, t'as pas des activistes comme nous qui sont sur le terrain, que ce soit Asselineau ou d'autres intellectuels et politiciens qui peuvent être intéressants à écouter, je pense qu'ils auront toutes les peines du monde à se faire entendre, simplement parce qu'il n'y a pas des gens comme nous qui sont sur le terrain en disant, voilà, nous on a écouté machin, on a écouté truc, on a écouté Asselineau, on a écouté Chouard, on a écouté Pierre Rabhi, on a écouté... Peu importe. Je veux dire, à son niveau, les gens qui connaissent Asselineau et qui n'ont peut-être pas comme moi envie de voter pour lui désormais, le considèrent malgré tout comme une puissance intellectuelle utile. Donc, c'est plutôt à l'UPR, à un moment aux UPRiens, de se poser la question, pourquoi nous on n'est pas sur le terrain avec les activistes qui font de la métapolitique. En tout cas, si les UPRiens viennent à ta manifestation, ils seront les bienvenus. Ah bah oui, pour le coup, voilà. Ils vont pouvoir se lâcher, les revendications, ça peut que leur plaire. Alors, ça c'est clair. Alors, mais pas de drapeau, pas de banderole, voilà, pas de banderole, voilà, pas de prosélytisme. Voilà, pas de prosélytisme. Vous pouvez amener votre acte pour, mais sinon... pas de prosélytisme violent, quoi. Sinon, ça va.
Ça va partir en coup, les mecs. Alors, une question me dit, bonsoir, le mouvement semble prendre un nouveau tournant par le fait que l'appel a été lancé par François Ruffin et Frédéric Lordon vers les banlieues et les ouvriers afin de construire un pont avec les bobos pour enfin acquérir cette force qui fera réellement trembler les élites par cette union qui les effraie plus que tout. Avez-vous d'ailleurs eu l'occasion d'écouter Almami Kanouté, interrogé par Politis sur la place de la République? Moi, il nous met le lien. Si cette union se fait, il me semble que ces quelques abrutis extrêmes gauchos antifa seront dans l'obligation d'agir autrement, car il y a tout de même une construction des pensées et des discours bien charpentés, bien étayés dans ces banlieues, contrairement à ce que peuvent penser ces abrutis de bobos minoritaires. Alors là, j'avoue que moi, quand j'avais vu l'info passer, j'avoue que c'est super pertinent parce que j'avais rigolé. Au moment où j'avais vu l'info passer, nous allons aller nous rapprocher de telles associations de banlieue pour inviter. Et puis c'est vrai que dans les assemblées générales, ils disaient là, on voit bien qu'on est d'une certaine classe sociale. Il faut que la banlieue vienne aussi s'exprimer. Et moi, je disais tant mieux. Je viens de la banlieue pour le coup. Moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine et à Bonneuil. J'ai encore plein de copains. Alors plus dans ces banlieues-là, mais des gens qui pour le coup, comme on dit, de la diversité, hein, tu sais, c'est très mignon cette façon d'en parler. Pour moi, c'est juste des Français comme les autres, mais bon, ils viennent de la diversité et eux sont réalistes. Tu leur parles de souveraineté ou de trucs comme ça, ouais, faut qu'on soit indépendant. Ils sont plus patriotes que des petits blancs freluquets, etc. Donc déjà, ils se rendent pas compte que la banlieue, elle est pas con. Et le pire, pour eux, c'est là où ça va leur faire mal, c'est que Soral, c'est là où il a réussi son boulot à lui. C'est que c'est en banlieue qu'il a touché. Avec Dieudonné, qui a été en fait la courroie de transmission, puisque Dieudonné était aimé d'abord de la plupart des Français, mais en banlieue, ça faisait plaisir, on va dire, ce discours qu'il avait et cette façon de vanner. Or, comme il a été finalement le lien qui a amené à Soral, il y a beaucoup de banlieusards qui ont fini par découvrir Soral, et c'est ce qui les a amenés d'ailleurs à connaître plus tard Asselineau, Chouard, etc., donc c'est pas des gens qui sont restés sur Soral forcément, mais par contre ce discours viril et en même temps très un peu plus carré, on va dire, sur certaines choses. Je suis pas d'accord avec plein de trucs sur Soral, mais c'est vrai que sur des trucs simples de géopolitique et d'économie, c'est à peu près carré. Et surtout de géopolitique. Mais quand ces mecs vont arriver sur les assemblées et qu'on va avoir les bisounours qui vont leur parler Enfin, je vois bien le truc arriver, quoi. Ils vont vouloir sympathiser, ils vont dire des trucs très gentils, très bisounours. Ils vont se faire recadrer. Ils vont vite se faire recadrer. Il y a des mecs qui vont leur dire, écoute, mec, t'es pas du tout dedans, quoi. Va falloir changer ton logiciel parce que je sais pas ce que t'as imaginé de moi et je sais pas pourquoi tu veux me ranger dans une case de minorité opprimée ou un truc comme ça, mais on va tout de suite remettre les choses dans le droit chemin. Et ça, c'est le truc qui me fait plaisir. J'attends ça. Parce que je crains que la banlieue puisse se chauffer assez fortement parce qu'elle aussi, elle aime pas tellement les flics et ça, c'est le souci qui pourrait se greffer. Mais ça pourrait, par contre, du point de vue intellectuel, recadrer les gamins. On me dit, Sylvain, quelles ont été les conséquences concernant l'ablation des drapeaux de l'Union européenne? Conséquences PV. PV, amende. C'est tout, amende, ouais, y a pas eu de... Pour l'instant, c'est amende. On n'a pas les moyens. C'est pour ça que je vous encourage, les mecs. Apparemment, vous êtes 1600 sur le chat, me disait tout à l'heure... Enfin, 1600 connectés. Non, connectés, hein, sur le chat, ils sont... Moi, j'ai 1600 bonhommes qui me mettent 1 euro sur le compte des décrocheurs par un virement. D'abord, ça fait chier les banques parce que pour 1 euro, même par chèque, ils sont obligés de le traiter. Et nous, 1 euro qui multiplié par 1000 personnes, ça nous permet de payer plus facilement des avocats. Et si on devait avoir des dizaines de milliers d'euros comme un parti politique, à la rigueur, nous, ce serait pas pour aller faire des élections parce qu'on n'est pas des gens qui prétendront à des élections. On veut se battre sur le terrain judiciaire. Donc donnez-nous les moyens, nous on paye les avocats parce que malheureusement les avocats bénévoles, il y en a pas des milliards. Donc donnez-nous les moyens financiers à votre mesure. Je vous demande, franchement, c'est un compte associatif, j'ai même pas la main dessus, c'est le président et la trésorière qui ont la main dessus. Moi-même, je peux pas toucher au compte. Je vous assure que mettre un peu de pognon là-dedans, c'est vraiment une garantie de commencer à attaquer tous les articles de loi là que j'ai cités. On va pas que toucher aux questions des drapeaux européens. Ça, c'est une partie du combat, c'est sur le symbole. On a des billes, mais c'est pas simple. Nous, ce qu'on veut, c'est au-delà de défendre les activistes qui décrochent un drapeau européen en disant on paye leur PV, déjà, ils ont pas ça à régler. De temps en temps, sur certains procès, on va la jouer plus agressive quand on a un peu de moyens. Et puis, de façon plus générale, on veut monter des tribunaux populaires ou faire toutes les procédures judiciaires contre François Hollande et puis toute l'oligarchie sur des motifs de haute trahison. Je
Je veux pas attaquer dans les trucs corruption, etc. Il y en a qui font déjà ça. Nous, on touche directement à la haute trahison, on tape. Et avec de l'argent, des fonds, on pourra être nettement plus efficace que n'importe quel parti politique. Alors, monsieur, certes, si nous avons les institutions, ce serait déjà bien. Mais comment lutter contre les banksters et les industriels corrompus? Mais il faudrait déjà avoir les institutions. Pour pouvoir lutter contre eux. Bah oui, enfin, je sais pas pourquoi il y a des tas de gens, ils veulent absolument, je suis désolé, hein, je sais pas contre toi, mais je sais qu'il y a des tas de gens qui déconnectent avec ça. D'ailleurs, les gars sur la place de la République, j'avais souvent ce même discours. Le politique, faut vraiment l'imprimer, hein, le marteler dans sa tête. Le politique a le contrôle sur le financier, l'industriel, sur tous les intérêts économiques. Si demain, monsieur qui a posé la question, ou la dame qui a posé la question, décide, est président de la République et décide de nationaliser tout, hein, mais on est radical, complètement fou. On dit même les pauvres petites PME qui n'ont pas besoin d'être forcément nationalisées, on les nationalise, on a le contrôle. C'est légal, enfin je veux dire, le politique a le contrôle de tout. Donc avoir peur de gens qui, à la base, ont toutes les raisons d'avoir peur de nous, c'est une inversion du truc. C'est en fait c'est tellement se dire que le politique a été si incompétent, si pourri, si traite, etc., que finalement on commence à donner crédit au système financier et capitaliste, en gros, d'être plus fort que le politique. Mais non, faut arrêter. À Cuba, est-ce qu'ils sont emmerdés par le système capitaliste? Je veux dire, c'est les problèmes qu'ils ont, c'est plus parce que les États-Unis leur ont foutu un embargo, mais sinon ils ont établi leur système. Alors ça veut pas dire que le système de Cuba soit le plus parfait, mais quand on voit toute la diversité de systèmes économiques qui existent à travers le monde, c'est bien donc lié à la souveraineté politique d'un peuple sur ses institutions et de décider des lois, des normes et de savoir si telles entreprises sont sous le contrôle ou pas. C'est tout. C'est nous qui décidons. Faut arrêter avec ça. La souveraineté ne se négocie pas. Ben oui. Alors, réfléchir à un gouvernement de transition et nommer des ministres par ces assemblées représentatives pour renverser le pouvoir en place qui ne se laissera pas faire et risque au final de tourner à l'affrontement. N'est-ce pas un coup d'État? Non. Alors, il y a donc ce qui... ça me permet d'aborder la question de la mobilisation, enfin justement de l'occupation mobile d'une capitale, par exemple, comme la France, comme Paris. Si on ne veut pas aller à la confrontation, et ni les flics ni nous ne voulons y aller, nous parce qu'on est responsables les uns des autres et qu'on veut pas que la jeune fille d'à côté ou la mamie d'à côté se prenne un coup de matraque ou un coup de gazeuse à la gueule, je suis désolé mais il faut qu'on soit responsable de ça. Je veux dire, si chacun un peu je comprends que des gens puissent être un petit peu plus sanguins et veulent aller à la confrontation ou soient très en colère, mais on raisonne d'abord en pensant à nous. Il y a des tas de gens qui ne le veulent pas et il faut être responsable d'eux. La deuxième raison, c'est que, encore une fois, sans l'appui du régalien, on ne peut pas faire sauter un chef d'État. Donc, à partir de ce deuxième point de vue, c'est qu'on n'a même plus le choix et on ne peut pas partir à la confrontation. C'est hors de question. Nous sommes sur une place. Les autorités de police et de gendarmerie ont des protocoles pour disperser une foule. Elles doivent lancer 2 appels à dispersion en disant vous dégagez, et au 3e appel, elles menacent en disant attention, usage de la force si vous dispersez pas. Ça, c'est une règle stricte. Ils sont obligés de faire l'appel à dispersion. Nous, la seule règle qu'on a à se mettre en tête, c'est de dire pas de souci, on se casse. On va pas à la confrontation, on va pas chercher à tenir la place, ils vont nous dégager, ça ne sert à rien, ils sont en nombre, ils ont leur tenue de Robocop, ils ont tout le matos. À quoi bon? C'est juste se faire mal pour rien, c'est juste décourager les gens qui voudraient venir, on n'y va pas à la confrontation, on se casse. Sauf qu'on sait très bien où on va. C'est ça la différence, c'est que quand on sait que on va ailleurs, on va juste occuper une nouvelle place, en fait on reproduit à l'infini le problème pour les flics qui sont toujours obligés de faire l'appel à dispersion. Ils peuvent pas rentrer dans l'art comme ça, ils sont obligés à chaque fois de faire l'appel à dispersion. Et nous, on a toujours la possibilité de partir ailleurs. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie, surtout quand ça se passe de mieux en mieux avec la police? C'est que déjà, moi j'avais vu au 14 juillet, quand on était parti à BFM, je les avais prévenus à la préfecture. J'avais dit, il y a un truc qui va être illégal, je vous déclare tout ça, mais il y a un truc que je ne déclare pas, c'est le fait qu'on va certainement se pointer à BFM si j'arrive à les motiver. Et c'est ce qu'on a fait avec un petit groupe. Pendant facilement 3/4 d'heure, on n'a pas vu un flic, hein, on a discuté avec les journalistes, on était tranquille. Les flics étaient mobilisés partout dans Paris.
Et c'est finalement quand on a eu fini de discuter avec les journalistes et tout, et qu'on est parti dans un bar à côté pour boire un coup, qu'on a vu une armée de cars de CRS débouler, avec les mecs qui sortaient en courant dans leur tenue de Robocop et qui ont fait un fixe comme ça en se disant mais il y a personne. Et nous on était morts de rire parce qu'on se disait les pauvres gars quoi, ils sont donc c'est le temps que la machinerie en fait. Voilà. Il faut bien voir qu'eux, ils ont un temps de réaction qui n'est pas exactement le même que pour nous. Alors c'est vrai que quand ça part en sucette, comme ce qui s'est passé avec sur la place de la République, là c'était en assemblée générale, t'avais quelqu'un qui disait « On va chez Valls, ou on va chercher un tel ». Il y a forcément un RG dans la foule. Faut être logique. Donc le RG informait immédiatement son autorité qui disait bon va falloir faire une escorte. Ils sont partis pour aller dans un coin, mais ils peuvent pas le gérer à proprement parler. On a même des façons de se déplacer qui peuvent nous sortir du cadre comment on appelle ça du j'ai du mal quand c'est pas un défilé, c'est un cortège. Merci, ouais, je prends les termes de la police. Quand on défile, donc c'est un cortège. Et un cortège non autorisé, c'est ce qu'ils détestent le plus, n'est pas un cortège non autorisé si on fait des petits groupes de 5 ou 10 personnes espacés de 10-20 mètres. Dans ce cas-là, qu'on est sur le trottoir, on n'emmerde personne, on est des petits groupes de 10-15. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le cortège en lui-même, c'est d'arriver à un nouveau point de rassemblement. Donc l'un dans l'autre, c'est de se déplacer en voyant que les flics ils sont comme des cons parce qu'ils peuvent rien faire contre ça. On est dans les clous de la loi d'une façon ou d'une autre, on joue avec eux. Mais ce jeu du chat et à la souris, de dire on va dans un nouveau spot, chaque fois qu'on est dispersé, on les fait courir, on les fatigue. Et en plus, ils ont des équipes qui sont dispersées à droite à gauche, surtout en ce moment. Là, en France... Oui, ils sont au taquet parce qu'avec les lois terrorisme et tout, il paraît qu'ils sont sur les genoux, ils n'y arrivent pas à s'en sortir. Ils sont clairement sur les rotules, hein. Franchement, voilà. Ils arrêtent pas de se plaindre, de toute façon, on a vu. Donc c'est le moment où jamais en plus de faire ce genre de stratégie, parce que c'est le moment où ils ont le plus de difficultés à pouvoir gérer le truc. Si on fait comme ça, on n'aura jamais la confrontation, la mobilisation continue, l'occupation continue, on reste ensemble à aller sur des points de convergence, et en plus on va visiter plein d'institutions qui vont nous faire plaisir, que ce soit les médias, l'Assemblée nationale. Chaque jour on varie, hein, on fait un tirage au sort pour savoir laquelle on va voir en premier, mais on rigole. Alors on me dit la foule est souveraine, oui, mais si elle n'est pas clairement organisée avec des leaders charismatiques, ou manipulateurs, ou les deux, ça mène pas loin. Pourquoi ne pas se fédérer derrière un parti politique et le porter jusqu'aux élections? Ah, ils aiment ça les partis. Parce que ça fait 40 ans que ça marche pas. C'est juste ça, moi j'observe. Enfin, je veux dire, toutes les petites formations politiques alternatives qui pouvaient avoir des trucs intéressants à développer, non seulement sont clairement censurés des médias, enfin, à différents degrés, mais c'est pas le même niveau d'exposition que les grands partis habituels. En plus de la débilisation du peuple par l'éducation nationale qui est de plus en plus pourrie et puis les médias en général, bon, les partis politiques n'arrivent pas à nous faire sortir du pétrin. Donc à partir de là, je vais pas me prendre la tête à me dire ça va être cette année le grand soir. Non, ça va. J'ai la première fois dans ma vie que j'ai testé un parti politique, c'est donc l'UPR. En 2012, j'ai vu ce que ça a donné. Je vois aujourd'hui quelle est l'évolution. C'est une s'enorgueillir d'avoir plus de gens qui le connaissent, mais au final son truc ne décolle pas et on le voit pas dans les médias, on le voit nulle part. Donc il y a aucune chance pour que lui ou un autre dans un parti alternatif réussisse à franchir le barrage. Ouais, voilà, faut des activistes, hein. Clairement ça se joue avec des activistes de terrain, faut sortir dans la rue, c'est désolé, les partis politiques c'est attendre de voter quoi. On me demande si on se connaissait du temps où nous étions à l'UPR. Bah oui. Bah, T'es pas beaucoup à l'UPR à l'époque où on y était. Alors, on me dit, tant que Monsieur Baron, tant que nous ne serons pas capables de ne plus dépendre du système, alors on ne peut pas le combattre réellement. Je pense que ceci est un fait. Dans ce cas-là, Monsieur Baron, comment voyez-vous concrètement le top départ du combat qui pourrait être cette révolution? Alors, ne pas dépendre du système, là, ça revient. Alors, ne pas dépendre du système, ça revient en soi de toute façon. C'est impossible de pas dépendre 100% du système. Même en ce moment, on est sur Internet, c'est dans le système. C'est surtout ça, parce que... C'est chez Orange, on est bien obligé d'acheter des habits, C'est-à-dire que ta question, elle est compliquée dans le sens où
Tu pars déjà d'un présupposé qui est le tien, qui est de dire on doit ne pas dépendre du système. Peut-être qu'il y a des tas de gens qu'en fait ils se disent ça me dérange pas de dépendre d'un système dès lors que le système est bienveillant, social et intelligent. Dire je veux pas dépendre du système, c'est en plus une hérésie parce que le système te dépassera toujours et si le système te veut ta mort par la guerre, tu auras beau dire je suis dans mon coin quelque part en Ardèche où je suis tout seul et entraîne en autosuffisance et j'ai des comptes à rendre à personne, n'empêche que la bombe nucléaire elle va t'irradier comme tout le monde, basta. Donc l'un dans l'autre le système aura ta peau s'il est pourri et que tu veux pas te bagarrer contre lui pour en reprendre le contrôle et le transformer. Mais dire être indépendant du système, ça c'est ton point de vue. Moi, ce que j'ai exposé comme point de vue, c'est que je ne suis pas contre le système en soi, contre un système en tout cas nouveau, différent. Mais je pense qu'il faut se battre avec les armes du système. Au contraire, il faut se battre avec les armes du système. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on me dit, est-ce que finalement, voilà, on me dit la problématique, Monsieur Baron, la problématique du chef abordée par Monsieur Baron en seconde partie, n'est-ce pas la question de la séparation entre l'autorité et le pouvoir, plus simplement? C'est intéressant, ça. Ouais, comme j'aime bien parce que souvent, c'est d'ailleurs le discours qu'on retrouve dans le langage policier, il parle plutôt d'autorité que de pouvoir ou de chef. L'autorité supérieure, donc en fait, il la rend dépersonnifiée. Et on sent que c'est plus un rôle mécanique. C'est pas une question de le pouvoir. Bah c'est un peu séparer l'autorité et le pouvoir. C'est pour moi une institution. Bah pourtant ça. L'autorité est une personne, le pouvoir c'est une institution. Par exemple, regarde, je prends le cas d'un enfant. Ses parents ont l'autorité, et puis on va dire son oncle a le pouvoir. Il n'a pas vraiment l'autorité sur lui. Non, l'inverse, je veux dire. Il a de l'autorité, il n'a pas le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu particulier parce que le président de la République a le pouvoir par rapport à ses prérogatives constitutionnelles. Ouais. Si on avait une bonne constitution, le Parlement aurait aussi un contre-pouvoir, de même que le pouvoir judiciaire, qui ne serait pas une autorité judiciaire pour le coup, aurait lui aussi un contre-pouvoir, et de même que le pouvoir populaire, si on avait le référendum d'initiative populaire par exemple. Bon, ça, ce sont des sphères de pouvoir, je les vois plus par des grandes institutions, l'armée est aussi une sphère de pouvoir. L'autorité, pour moi, c'est effectivement plus, même si c'est dépersonnifié dans le côté, dans le langage des policiers, pour moi, ça reste quand même un individu. L'autorité est quand même, cette fois-ci, celle qui va dispatcher les ordres, les consignes. On se réfère quand même bien à quelqu'un. Alors que eux, dans leur langage, c'est dépersonnifié. Dans la réalité, c'est que le pouvoir, lui, est réellement dépersonnifié. Ça n'est qu'une institution sur laquelle on est là provisoirement et aux commandes. Mais effectivement, l'autorité, pour moi, je sais pas si... Faudrait que j'y réfléchisse. C'est un super sujet philosophique pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Bonsoir à vous deux et tout mon respect à Sylvain Baron pour tout son travail, sa ténacité, son humilité, sa sagesse. Pouvez-vous nous rappeler l'heure et l'adresse du rendez-vous essentiel de demain? Alors, samedi et dimanche, ça démarre à chaque fois à 14h à BFM TV. On reste jusqu'à 15h sous leur fenêtre pour faire un peu de raffut. Venez le plus nombreux, amenez le plus de potes que possible, tentez de faire un truc qui soit pas trop ridicule. C'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Parce qu'on recommence le lendemain, donc moi, même si je suis ridicule demain, je serai le ridicule à nouveau le surlendemain. Mais ceux qui ont été ridicules parce qu'on n'aura pas été assez nombreux seront des vaillants pour moi, parce qu'ils ont compris le truc. Si on prend le contrôle de ces putains de médias parce qu'on leur met une pression monumentale, on va les faire paniquer réellement. Là, réellement, hein, tant le pouvoir politique que médiatique vont réellement paniquer. Ils n'ont pas l'habitude de ça. On me dit comment interpréter le fait que la manif dit debout soit autorisée alors que les manifs sont interdites pendant l'état d'urgence. Ah, alors ça c'est plus compliqué, parce que l'état d'urgence n'abolit pas la déclaration des droits de l'homme, donc le droit au rassemblement, le droit, etc. C'est plus compliqué que ça. L'état d'urgence, soyons clairs, c'est juste de la com. Hein, faut arrêter. On n'est pas en état d'urgence, on n'a pas un attentat tous les jours, on n'est pas dans des calamités naturelles tous les jours. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un état d'urgence. Certes, on a eu des vagues d'attentats qu'on n'aurait sans doute pas eu avec une autre politique internationale à mon sens, mais bon, on va pas refaire le débat ici. Mais toujours est-il que les attentats, par nature, c'est aveugle et aléatoire, c'est épisodique, c'est pas récurrent, c'est pas quotidien. Donc il n'y a pas de raison d'être dans un état d'urgence, sauf quand on veut faire psychoter la population et la mettre dans un climat de peur.
on connaît très bien toute cette ingénierie sociale qui est affreuse, mais voilà, il s'agit juste d'effrayer la population pour pouvoir faire passer différentes pilules législatives. Maintenant, ils savent très bien que s'ils interdisent à plein d'assos, de partis politiques, de syndicats, etc., de manifester, là, par contre, ils vont avoir des gros problèmes parce que c'est énormément de gens qui, chaque jour, dans les préfectures en France, organisent des manifs et diraient non, là, c'est ok, vous nous avez fait le coup 3-4 jours parce que vous étiez pas sûr, mais nous, on a des trucs de prévus, on va pas annuler pour votre gueule parce que vous voulez nous faire peur. Donc, ils sont pas cons. Ils jouent uniquement sur le climat, mais... Ouais, parce que j'ai vu qu'ils avaient... Bon, même Asselineau, on en parlait, il lui avait annulé des conférences, quoi. C'est un peu abusé, quand même, quoi. Oui, c'est juste pour faire avaler quelques pilules, c'est tout. Ouais, voilà. Juste histoire de faire chier, quoi. Comme on dirait, simplement. Allez, je prends les dernières questions. Bonsoir, monsieur Baron. Bonsoir, Tepa. Que pensez-vous du mouvement engagé par Thierry Borne? Et n'est-ce pas à cause de cela qu'il a aujourd'hui tous ses problèmes avec la justice? Je connais pas. Je connais pas. Eh ben, on est voilà. Bonsoir, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, hop, voilà. Quel rôle peut jouer... Attends, il parlait du parti de Thierry Borne ou de Paris Parti Borne? Les deux, non, le parti de Thierry Borne. Ah, voilà, le parti de rien, donc. Parti de rien, ouais. Je vais quand même lui répondre. Thierry Borne, c'est quelqu'un qui est sincère dans son engagement, avec lequel je suis pas d'accord sur tout un tas de... Par exemple, voilà, lui, il a quand même des intérêts patronaux dans sa vision à défendre sur les questions des cotisations sociales, alors que moi, je suis plutôt un vrai communiste sur le coup. La vision de Bernard Friot, c'est mon kiff. Donc voilà, sur des choses comme ça, je pense que c'est un terrain dans lequel il s'est engagé qui était déjà foutu d'avance. Ça ne peut pas fédérer tous les Français. Moi, je comprends, en tout cas, ceux qui sont de gauche et qui sont pas d'accord avec Thierry Borne. Maintenant, on l'attaque sur d'autres conneries, genre on veut le caser dans la franc-maçonnerie, on veut... sur d'autres points, il pourrait faire polémique, mais pour le coup, voilà, il a peut-être ses défauts, on peut être pas d'accord avec lui politiquement sur des trucs, mais c'est un garçon sincère. C'est au moins ça que je peux juger. Je pense que c'est un garçon sincère. Il fait du mieux qu'il peut à sa façon et il est assez mobilisé. Donc je rentrerai pas dans la logique de son parti, de son truc, mais je sais qu'en tout cas c'est quelqu'un sur qui on peut compter lorsqu'il s'agit de créer des mobilisations. Il travaille d'ailleurs avec un gars qu'il faudrait connaître selon moi, qui s'appelle Sébastien Poirier. Et voilà, c'est celui qui vient lundi. Bah voilà, mais c'est... La boucle est bouclée. Un très bon gars lui aussi. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Alors voilà, allez, la dernière, on me dit, faudrait-il étendre le mouvement dans toutes les villes de France? Qu'en pensez-vous? Oui. Voilà. Oui, mais je dirais, essayez de nous aider, parce qu'à la rigueur, moi je veux bien me viander sur ce week-end, parce qu'on fait ça un peu à l'arrache, en espérant quand même attirer des gens qui sont dans la mobilisation. Je veux bien en refaire un sur un autre week-end de trucs jubilés où on prend les grands médias nationaux qui sont à Paris. Je suis désolé, ils sont pas. Faut être clair. Hein, c'est les pratique, ils sont tous au même point. Voilà. Après, c'est bien. C'est vrai qu'on peut les visiter tous en même temps, mais si on veut faciliter au niveau national, donc au niveau local, par extension, notre mobilisation, c'est vrai que si on peut frapper fort d'un coup à Paris. Parce que là, on est dispersé au niveau dans chaque ville, s'il y a 100, 200, etc. C'est 100, 200 qui monteraient à Paris juste un week-end pour frapper fort une fois qu'on se prenne les médias et qu'on permette ensuite de dire, bah voilà, maintenant c'est dans toutes les villes, c'est installé, mais on a eu notre coup. Ça faciliterait les choses. Faut voir que sur les réseaux sociaux, prenez 300 000, 400 000 personnes qui parlent énormément de politique, qui s'échangent à peu près les mêmes informations, tout bord politique confondu, encore une fois, les alternatifs. Sur ces 300 000, 400 000 personnes, il y en a maximum 10 000 qui se mobiliseront. Et encore, c'est vraiment si elles y croient. Là, sur ces 10 000 personnes qui pourraient se mobiliser par rapport à Nuit Debout, on a perdu 9 000. Parce que voilà, ils sont en train d'insister sur des bêtises qui les clivent du reste de la population. Mais je suis sûr que là, si Nuit Debout faisait les choses un petit peu plus... je vais pas dire comme je le propose, parce que là mon humilité, elle va en prendre un coup pour le coup. Mais en tout cas, des trucs un peu plus sympathiques et qui soient moins clivants. Je pense que Nuit Debout aurait ces 10 000 alternatives qui se mobiliseraient et peut-être les 300 000 derrière et puis peut-être les millions qui eux seraient plus suiveurs en disant c'est sympa ce que les gens très éveillés sur la politique sont en train de faire. Donc oui, mobilisez-vous partout et puis si vous le pouvez, à un moment frappons fort à Paris. Et si vous le pouvez demain, faites-le.
Bah écoute, merci Sylvain, merci. Bah, c'est moi qui te remercie Bah écoute, de m'avoir fascisé encore un peu plus. Voilà. Beta TV. Là t'auras le double tampon là. C'est clair. C'est clair. Et ben j'allais les voir, ils vont me dire non mais ça va pas, tu insistes. Beta TV avec l'autre noir. Bon. Mais pourtant, tu vois, on discutait en Ah oui, aparté avec les. Ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus, c'est terminé. La caution Benetton, on s'était dit à un moment peut-être que ça va marcher. C'est ça. Maintenant, on est vraiment des amis. Alors, un grand bonsoir en tout cas à la régie, un grand bonsoir au modérateur. Je vois en plus ça a foutu des cartons, tu vois, ce soir, là, ils étaient en mode Ligue des Champions, là, tu vois, je vois, il y a eu des cartons jaunes. Bientôt le camp Guantanamo, vous inquiétez pas. On va vous parquer, les trolls, on a une solution. Nous avons la solution finale. Et puis, merci à tous les méthadotes. Et puis j'espère à demain et après-demain pour le plus grand nombre. Et voilà, et n'hésitez pas à aller à la manifestation. Souvent, vous me demandez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le moment de vous bouger. C'est le moment de... Je vous dis, vous pouvez me faire confiance. Voilà. Vous pouvez me faire confiance, j'ai pondu un livre sur tout ça et je vous dis pas que je suis le meilleur. En plus, encore une fois, la foule est souveraine, donc si jamais vous considérez que je suis de la merde, ça sera facile de me dégager. Mais je sais où je peux vous amener parce que j'ai étudié le dossier, on va dire, dans toutes ses ramifications et je sais comment nous y amener. Donc, profitez-en, quoi. Je veux dire, il y en a pas d'autres qui le font pour le moment en France. Les intellectuels ferment leur gueule, ils organisent rien. Et les politiciens sont dans leur système électoraux. Chouard, malheureusement, se cantonne à du travail intellectuel. Si vous voulez quelque chose de plus, on est très peu à le faire. Move, comme disent les Américains. Mais bon, ici, on est en France. Forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, 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 camarades.